Et bonjour Pama. Ouais. On se retrouve aujourd'hui pour cette 8e Magic Session. Alors dans l'équipe de Pama aujourd'hui, on est en compagnie de Finn, l'anglais fan de Star Wars, d'Hugo, notre amoureux des reptiles, de Thibaut, notre chanteur de Blossom, Salut. et de Nicolas, notre ingé son. Ouais. Au sommaire aujourd'hui, des interviews, des jeux, mais surtout du rock comme on l'aime. Parce qu'on accueille un groupe de folie. Des jeunes bordelais fans de musique, ils viennent de sortir leur album Rock. Ils ont fait la première partie des Instus au Stade de France. Ils montent, on les arrête plus. On accueille aujourd'hui Dacha Mandala. Et on écoute leur titre, Carry On. Carry on. Trying to hear the silence of the void, I mean right into my heart. Trying to keep the most of my love, make the best of now. And if you really go upstream, you know what I mean. Keep on breathing, keep on growing wherever I go. Carry on even if the devil comes into my heart. And if you really go upstream, you know what I mean. Trying to hear the silence of the void, I mean with meditation. Trying to keep the most of my love in every situation. And if you really go upstream, you know what I mean. And if the moon rises on my back, I know the sun looks far, but he's so close too. And if the sun shines on my back, I know the moon looks far, but she's so close too. Carry on, carry on, carry on, carry on, carry on, carry on, Et c'était le titre Carry On. Vous êtes bien sur Pessac Jam Radio pour cette Magic Session consacrée à Dacha Mandala. Ça va toujours les gens? Ouais. Première question sur l'album Rock, du coup, que vous annoncez comme votre premier album. Mais à ce moment-là, Eden Sensuality, on en fait quoi? C'était plus, on le voit plus comme une démo en fait, parce que par rapport, on l'a fait en 2010 ou 2000, par rapport au son, tu sais, à la qualité de la production, tout ça, on le considère plus comme une démo que comme un vrai premier album. Et l'âge qu'on avait, effectivement le matos qu'on avait, enfin voilà. Les conditions aussi, c'était pas. Ouais, carrément, les conditions ici, donc du coup, analogique, complet. Oui. Pour le nouveau. Oui, pour le nouveau. Oui. Pour Rock. Ouais. Total. Clive Martin. Aussi. Comment c'était en studio avec Et déjà peut-être parler de qui c'est, parce que tu le cites effectivement, comme si tout le monde le connaissait, Ouais, mais du coup Clive Martin, c'est un ingénieur du son anglais qui a fait ses premières armes en studio avec Queen sur l'album A Kind of Magic, qui a aussi après bossé avec les Cure, Midnight Oil, Skunk Oasis, beaucoup de... Superbus aussi. Aussi, Ouais. absolument, Les t'as bien Gaz fait tes verts. recherches, ouais, Les c'est Gaz vrai. verts.
Krasolta aussi. Et c'est justement en entendant le son qu'il arrivait à sortir du studio Berduquet avec le groupe Krasolta, donc un groupe de rock, qu'on s'est dit, ah ouais, c'est ça qu'on veut. On veut bosser en analogique, on veut avoir ce son-là et on veut bosser avec Clive Martin, donc cet ingénieur du son anglais incroyable. Et pourquoi ce choix de vouloir enregistrer en analogique ? Comme disait Nico, en fait, on est tombé sur les enregistrements qu'il faisait à Berduquet, Krasolta, et ça nous a vachement plu en fait. Dans le sens où avant on avait enregistré en numérique, comme la plupart, comme on fait d'habitude, quoi. On a vraiment vu une différence assez flagrante, en fait, au niveau de la qualité du son, de la chaleur et tout ça. Puis ça nous correspondait bien aussi, vu qu'on enregistre en live, donc guitare, basse, batterie ensemble. Le fait d'avoir cette présence avec les bandes, la chaleur, la puissance, ça va bien avec notre style rock. Ça ressemble à quoi d'ailleurs un enregistrement analogique ? C'est super. C'est sans écran déjà. Ouais, Dans le studio, il n'y a pas d'écran, c'est tout à l'oreille. Ouais. Et chaque étape du mix et de l'enregistrement prend plus de temps parce que déjà c'est à l'oreille, donc pour se repérer, tu dois toujours réécouter chaque partie. Et puis si tu veux changer quelque chose dans la structure, il faut couper à la lame de rasoir directement la bande. Comme l'édition, tu sais, en numérique sur Pro Tools, tu coupes une partie et tu la vires. Et bien là, en fait, tu fais la même chose, mais avec un. Ouais. C'est pas avec des clics de souris. Voilà, ça prend plus de temps et il faut un savoir-faire véritable. Combien de temps du coup l'enregistrement de l'album ? 10 jours pour les 10 morceaux qu'on a enregistrés et une semaine de mix derrière. 10 jours de prise, 7 jours de mix. Et c'était bande illimitée ou il y avait une Non, contrainte non. Voilà, c'est ça, il y avait le stress. Il y a que deux bobines en fait, de 90 minutes. Et donc tu es obligé de faire 3 prises par morceau au maximum. Et après, faut les choisir. Donc tu en enlèves une. Et il faut surtout être sûr de quand on enlève une, que tu vas soit faire mieux, soit vraiment tu es sûr que tu la veux plus. Parce que une fois que tu as enregistré par-dessus, c'est fini de toute la planète de la vie, quoi. Ouais, elle a disparu quoi. Tu peux pas la retrouver. Et ensuite, ça a un lien avec le fait que ça soit posé ensuite en vinyle. C'est mieux d'enregistrer analogique de bout en bout. Complètement, parce que c'est là où tu respectes la chaîne de A à Z, qui fait que tu gardes la création analogique du début à la fin. Mais c'est qu'il n'y a pas de traitement numérique, il n'y a pas un moment où au niveau du pressage du vinyle, ça passe par un ordinateur ou une machine numérique. C'est-à-dire que de la prise de micro jusqu'à l'imprimerie, si je peux dire ça comme ça, du vinyle, voilà, c'est que dans des machines à lampe, à l'ancienne, il n'y a pas un traitement d'ordi. Et du coup, tu gardes vraiment toute la bande sonore, en fait, parce que le numérique fait que tu perds des particules de son. Et le fait de rester en analogique de A à Z fait que tu les conserves toutes, en fait. On parle en millions de particules. Voilà. Là, c'est un peu technique, mais je crois que ça tourne autour de, quand tu gardes vraiment le A à Z, l'analogique, tu es autour de 32 millions de particules de son, on va dire. Et quand tu passes en numérique, tu passes à 1 ou 2 millions de particules. Enfin, c'est ridicule. Tu perds énormément de son, quoi, enfin, de qualité. Du coup, si c'est à refaire, vous le faites. Ouais, complètement. S'il y a un prochain album analogique, quoi. Si c'est possible. Parce qu'en fait, voilà, il faut avoir le studio qui peut le faire. Le mec, l'ingénieur du son, le producteur qui sait s'occuper des machines, et puis il faut avoir le budget aussi parce que c'est quand même plus cher de faire en analogique parce qu'il faut acheter des bandes pour enregistrer, mais également des bandes plus petites pour le mix. C'est des coûts en plus, mais après c'est plus fun aussi. Tu peux vraiment toucher tes morceaux quand tu te rembattes les bobines. C'est comme des cassettes audio mais en plus gros. Et ça se fait quasiment plus aujourd'hui en France, c'est assez rare. J'imagine que vous avez galéré pour avoir le studio, l'ingé son. Ouais, le studio c'est à Sénac, c'est pas loin d'ici, rive droite. Donc lui, la Nive, tu sais, la grosse console, il a les compresseurs analogiques, tout ça. Donc ça tombait bien. Et le magnéto surtout. Et le magnéto aussi. Ouais. Et pourquoi ça se fait plus, quasiment plus aujourd'hui ? Problème de prix, je pense. Oui, c'est un certain prix quand même. Ouais. Et ça prend plus de temps, donc en fait. Et puis il faut aussi dire quand même qu'aujourd'hui, avec le numérique, il a quand même bien avancé. Donc tu peux très bien t'en sortir en numérique aussi. C'est plus facile, entre guillemets, en numérique c'est plus facile et tu gagnes du temps. Donc comme on est dans une société où on veut toujours aller plus vite, plus efficace, etc., au détriment du son, c'est pas grave, on va vers le numérique. Ouais, mais aussi, tu vois, quand on en parlait avec Louis Bertignac, qui disait que lui, il enregistrait plus maintenant qu'en numérique, puisque l'analogique, le soul, faut stocker toutes les bandes. C'est plus compliqué, c'est plein de contraintes. Tandis que le numérique, t'as un disque dur, des fichiers s'endommagent vachement moins vite. Ça va plus vite. Le son est quand même bon et dans tous les cas, beaucoup de gens aujourd'hui considèrent que ça sert à rien de se faire chier en studio à garder des 32 millions de particules si les gens écoutent la musique sur un téléphone portable après. Gros, donc c'est toute une démarche après. Après ça revient un peu aussi. Le dernier Daft Punk, il a été fait en analogique. Sur bande. Vous parliez de prix, comment vous avez financé tout ça ? Secret.
On a des fonds. J'espère, au Caïman. Non, il y a eu une plateforme de financement participatif. Oui, il y a un Ulule qui a très bien marché, ouais. Sans qui on aurait eu du mal à finaliser l'album. Ouais, c'est clair. Et ça a servi qu'à ça ou aussi à payer des guitares en plus pour pouvoir les casser sur scène ou... Ça aurait été bien. Ça aurait été bien. Non, ça a servi principalement à l'album, à la communication, le pressage, tout ça. On va peut-être parler de la pochette d'album. Ouais, carrément. Pochette, super pochette d'ailleurs. Merci. On va dire, merci au graphiste. Donc sur cette pochette, on voit l'oiseau de vie. Oui. Avec plein de visages qui vous ont inspiré. On retrouve Arthur Rimbaud, David Bowie. Tout ça. Le choix des visages, ça a été fait comment? C'est-à-dire, c'est vous tous, vous avez choisi tous ensemble. On a choisi tous ensemble. Déjà, on a mis nos familles dans le premier temps, nos parents et les gens qui ont participé de près à l'album. Donc ça faisait quand même pas mal de monde déjà. Ouais. Et ensuite, on s'est mis d'accord sur, tu sais, les personnes un peu célèbres qui nous ont inspirés, entre guillemets. Certains ont été refusés ou pas du tout? Par manque de place, oui. Il y en avait d'autres qu'on aurait voulu mettre, mais il n'y avait pas assez de plumes dans l'oiseau, pas assez de place. C'est une liste non exhaustive des gens qui nous ont inspirés. Il y en a bien d'autres, mais il fallait bien choisir les principaux, quoi, les premiers. Et cet album, Rock, qu'est-ce qu'il raconte, si on devait le résumer en quelques phrases? L'éveil de la conscience, se connaître soi-même et traverser toutes les périodes et les difficultés de la vie vers la joie, la connaissance de soi, la réalisation personnelle, tout ça. C'est un côté autobiographique? Complètement. Oui, il y en a, il y a des morceaux. Il y a aussi des morceaux qui parlent de là où en est le groupe. Je pense à Uncommon Travel qu'on va vous jouer juste après. J'espère que je nique pas la transition. Mais où justement, c'était une période où on trouvait qu'on n'avait pas assez de concerts et du coup, on avait la rage au ventre. On voulait jouer. Et donc, on a écrit ce morceau qui dit je veux aller sur la route. On veut jouer tout autour du monde et ne plus rester américain. C'est l'occasion de nous le faire écouter. Parfait. Your ego's big and soul is gone. I wanna go.
Da, da, da. Et merci pour cette prestation. Et on repart maintenant pour un petit tour de questions. Oui, pourquoi pas s'intéresser aux musiciens avec les tournées, avec ce changement de rythme aussi, parce que vous avez pris un peu d'ampleur. Ça a changé quelque chose dans votre façon de penser, dans votre vie? Ça fait du bien, ça donne confiance en soi, en ce en quoi on a toujours cru, en nous-mêmes. Enfin, on fait vraiment ce qu'on aime au plus profond, donc ça fait un bien fou. Ouais. Vous y aviez vraiment toujours cru? Oui. Ouais. Enfin, oui, disons que c'est pas qu'on y croyait ou pas, c'est juste qu'on avait envie de le faire et on s'est donné les moyens d'y arriver en travaillant et voilà. En s'amusant beaucoup aussi. Ouais. C'est quoi vos influences? On a tous les trois des influences en commun, forcément. Ouais. Les années 70. Ok. Mais comme déjà tous ceux qu'on peut voir sur la pochette, il y a Janis Ouais. Joplin, Jeff Buckley, Bon Scott, le chanteur d'ACDC, tu retrouves Lemmy Kilmister de Motorhead. Et encore une fois, ouais, il y en a plein d'autres. Il y en aurait mais, plein de trop, en fait. Il y en aurait beaucoup, mais c'est vrai que je te vois avec une question. Oui, par rapport à toutes ces personnes, justement, est-ce que vous avez fait des clins d'yeux à des groupes ou des musiques dans vos chansons? Des clins d'yeux. Des clins d'yeux, d'œil. Pourquoi pas Est-ce qu'il y en a Si le morceau, ils sont pas Oui. sur la pochette, mais Loot, le dernier morceau de l'album, si tu lis à l'envers, ça fait Tool. Je sais pas si vous connaissez. Et du coup, le groupe Tool, ouais, c'est un riff qui nous a. Et du coup, on n'a pas fait exprès, mais loot, ça veut dire pillage. Voilà. Donc, Tombé et ça bien. collait parfaitement avec les paroles, donc c'était Ouais. une super coïncidence. Mm. À la base, c'était un clin d'œil pour le groupe Tool. Et avant ce premier album, vous avez fait des EP. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les avantages et les inconvénients par rapport à l'album Mais- ou la fonction, ou du moins? Alors du coup, je vais enchaîner tous parce qu'il y a un autre clin d'œil, et en même temps ça parle des EP. Justement, quand on a sorti le 45 tours en septembre 2016, on l'a appelé Anahata, qui est un titre qu'on retrouve sur l'album, alors que sur le 45 tours intitulé Anahata, on ne retrouve pas le morceau en question. Et ça, on a piqué l'idée, entre guillemets, à Queen, qui avait sorti Sheer Heart Attack. C'était un album où Ouais, c'est l'album. Ouais. où il n'y a pas Sheer Heart Attack dessus, mais sur le disque d'après, tu as un morceau qui s'appelle Sheer Heart Attack. Enfin, voilà, du coup, c'était aussi un clin d'œil à Queen en faisant ça comme ça. Et donc, la différence entre les EP, etc. Il y a donc la première démo elle est sortie en 2011, le 9 titres, puis un 5 titres en 2014. Voilà, ensuite 2016 le 45 tours qui était tiré de l'album et qu'on a sorti là, le 10 novembre. Et ta question, c'était la différence entre les deux. Pourquoi l'un, pourquoi l'autre? Pourquoi pas faire un album au lieu d'un EP, ce genre de choses? Ouais, est-ce qu'il y a une fonction différente? Est-ce que l'EP est plus destiné à se faire connaître et l'album à vendre? Ou est-ce que finalement c'est juste une question de longueur? L'album, j'ai l'impression que ça fige dans une période vraiment enfin, c'est un peu l'accomplissement de beaucoup de travail plus qu'un EP qui peut être davantage spontané, j'ai l'impression. Et nous, cet album, pour nous, c'est vraiment les 5 ou 6 dernières années qu'on vient de passer, en fait, et des morceaux qu'on joue depuis longtemps, qu'on n'a pas forcément eu l'occasion d'enregistrer avant, et on a enfin pu le faire avec l'album. Donc pour nous, c'est c'est très symbolique, en fait, cet album. Et les EP, c'est, comme tu dis, davantage pour faire de l'actualité un peu. C'est presque un hors-d'œuvre avant ouais. un repas bien complet, quoi. Il y a des morceaux aussi qui correspondent plus à un EP, qui peuvent être bien sur un EP, tu sais, avec un thème précis, par exemple, tu vois. Mais par exemple, là, en ce moment, on a pas mal de morceaux très blues, typés vraiment très blues roots. Et on se dit, tiens, pourquoi pas faire un EP typé vraiment blues 100%, quoi. Faire des EP à thème, quoi. Ça peut être Alors que si tu fais un album entier, vu qu'on a ce truc-là de vouloir faire, de créer des morceaux toujours assez différents les uns des autres. Et du coup, on ne pourra pas faire un album entier que blues ou un album entier que folk ou que machin. Mais les EP, c'est là où on peut se permettre de partir là-dedans. Tu vois, de faire des trucs à thème. Du coup, assez typé. Dans rock, on retrouve pas mal d'instruments, divers instruments. Une sitar, une flûte. Alors la flûte, non, on l'avait mise dans le live. Comme tu sais qu'il y avait une flûte. Vous êtes arrangeur de tout ça? Qui a arrangé du coup pour tous ces instruments? Un peu tout le monde. Je pense au morceau Smiling Man. Oui. Où là on avait vraiment écrit à 3 ce morceau en acoustique, et on a fait appel à des amis, donc à
Thérèse Labrousse, à Quentin Gendreau et à François Boiry, qui ont arrangé, qui ont fait des parties de cordes pour ce morceau, pour l'arranger, tout simplement. Smiling Man, il y avait celui-là, et par exemple la fin de l'août qui est en acoustique, pareil, Quentin Gendreau qui a posé son violoncelle. Ou sur Misery aussi. Également sur Misery. Mais globalement, après, tous les arrangements voix et même les secondes guitares. Comment ça se passe pendant vos répétitions? Est-ce que vous arrivez déjà avec des morceaux déjà préconçus, au moins un squelette, ou est-ce que vous composez tous ensemble en répétition? Les deux sont possibles, oui. Ça arrive que Nico ou moi, on arrive on répète avec une idée précise, et puis ensuite à 3 on l'ajuste. Là c'est un bon exemple, par exemple avec Carry On, qui est un morceau que Nico a écrit, et qui a composé les paroles, toute la structure. Et Uncommon Travel, on l'a vraiment fait à 3, où chacun a fait sa partie. Et les paroles, elles viennent après ou elles viennent en même temps? En même temps, c'est souvent du yaourt, avec peut-être des fois des phrases qui vont rester. Parce que ça colle toujours, la rythmique du morceau va coller avec certains mots, certains phrasés. Mais généralement, ça vient toujours après. Et c'est la couleur musicale du morceau qui va donner souvent le thème. Tiens, de quoi est-ce que ce morceau pourrait parler, quoi? Et selon la teneur en positivité, ou enfin, ça peut être tout un tas d'émotions, le texte va venir assez naturellement, le thème du morceau. Alors du coup, vous faites ces morceaux sur scène, donc c'est bon. Vous êtes sur scène, vous venez de descendre de scène, vous avez fait 1 heure de concert, vous êtes transpirant, vous êtes essoufflé, vous êtes fatigué, les lumières s'éteignent, vous étiez à fond. Qu'est-ce qui se passe? On va signer des CD. Non, d'abord, il faut vite plier le matos sur scène. Sauf si tu joues en dernier, là c'est cool, parce que du coup tu peux le faire un peu plus tard. Mais généralement, il faut vite speeder pour enlever le matos sur scène. Et allez, on va au stand merch. On va au stand pour parler aux gens, échanger, tout ça. Et puis souvent 1 demi-heure après, il y a une baisse d'adrénaline, et là c'est le vide. Et là, ça commence à être un peu le vide. Et il y a la fin qui arrive aussi, parce que souvent, de plus en plus, on mange après les concerts, donc on mange pas avant. Et une fois que tu as fini, que tu as la baisse d'adrénaline qui arrive, d'un coup, j'ai faim. Il est où le repas? Mais ouais. Alors les gars, maintenant vous êtes quand même célèbres. Alors vous enchaînez les interviews, donc du coup maintenant on va pas faire une interview, on vous propose un petit jeu préparé par Hugo. Ok, alors les têtes chats, je vous ai préparé un petit jeu. Le principe il est tout bête, ça s'appelle le questionnaire inversé. Par exemple, quand je pose une question à JB, je désigne soit Nico soit Jérémy pour répondre à sa place. Alors c'est parti. Jérémy, avec toutes les tournées que tu enchaînes, est-ce que tu envoies toujours un petit SMS à ta maman? Et je veux que ce soit JB qui réponde. Oui, il le fait, mais comme nous tous. Pour dire qu'on est bien arrivé, que tout se passe bien. Nico, tu nous fais un aperçu de tes vocalises avant d'entrer en scène, et je veux que ce soit Jérémy qui les fasse à sa place. C'est tout? J'y crois pas une seconde. J'en ai une autre pour Nico. En studio, quand tu forces avec ta voix dans les aigus, est-ce que tu y arrives du premier coup ou il te faut plusieurs essais, Jérémy? Ça dépend alors du coup je réponds en disant je comme si j'étais Nicolas. Ouais. Ça dépend si je me chauffe ou pas, ou suivant ce que j'ai mangé aussi avant. Ok, et pour finir, JB, est-ce que tu maltraites ta batterie ou tu l'effleures à peine, Nico? Je l'effleure comme une peau de chagrin. Bravo. Ok, merci beaucoup. Et on vous écoute maintenant nous jouer le morceau Moa. Okay. Yes. Donc, Moa, qui est un morceau qui nous est tombé dessus en répète, par exemple. C'est-à-dire qu'on arrive à la répète, on sait même pas qu'on va avoir l'idée, et à la fin de la répète, le morceau est écrit sans aucune raison.
titre Moa des Tacha Mandala qu'on retrouve aujourd'hui à la Pessac Jam Radio pour cette Magic Session. Merci. Alors on va maintenant vous poser quelques questions sur la scène. Vous avez fait pas mal de premières parties assez élogieuses. Comment vous l'avez ressenti et surtout comment on en arrive à faire des premières parties comme ça? Par les rencontres. Non, parce qu'en fait, on joue beaucoup depuis un petit moment. Là, on joue un peu moins qu'avant, mais on était à 100 dates par an. Et je pense qu'à force de jouer, des gens qui te voient, des programmateurs, des gens qui organisent des concerts. Et à force, voilà, on a réussi, je pense, à se faire un peu repérer et à avoir des bonnes premières parties. Et on joue en première partie comme on joue en deuxième partie? Il faut se donner, je sais pas, peut-être un peu plus, en se disant que tu ouvres la soirée, les gens, ils sont pas là pour toi, de base. Donc il faut peut-être redoubler d'efforts, peut-être un peu plus. Mais c'est vrai que de base, on fait chaque concert comme pouvant être le dernier. Du coup, quelque part, c'est un peu la même chose en premier ou en deuxième. Mais c'est vrai que en premier, tu arrives un peu sur le billard, quoi. Tout le monde, personne t'attend au tournant, donc ça passe ou ça casse. Et effectivement, des fois, ça passe grave, c'est super. Et quand ça casse, par contre, quand les gens veulent vraiment pas te voir, mais veulent voir le groupe d'après, des fois, ça, faut serrer les coudes, quoi. On sent la haine dans toute la salle. Peut-être pas la haine, mais moins fort. Comment ça? Genre, cassez-vous de scène, on va voir les gens après. Alors, ils disent pas genre cassez-vous, mais par contre, oui, ils peuvent ou alors ils peuvent et puis citer le nom du groupe d'après, du style Les Insus par exemple. Alors que t'es en train de jouer. Quelle est votre relation avec le public? Comment vous vivez ce genre de concert du coup? Lesquels? Les premières parties ou... Ah bah tous. Quand les premières parties, ou est-ce que vous parlez quand même au public? Bah oui, forcément. Oui, on essaye de rester nous-mêmes et de malgré tout s'éclater quand même. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, et après, voilà. Mais vous êtes genre en transe et vous êtes dans votre monde sans faire forcément attention au public, où il y a vraiment une interaction permanente? Une réelle interaction. Ouais. C'est primordial même cette interaction. Et souvent les meilleurs concerts sont ceux où il y a un vrai échange entre les gens qui t'écoutent et toi quand tu joues. Et en même temps, c'est un peu les deux en même temps de ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que même si ça répond pas du tout en face, quoi qu'il arrive, nous, on sera toujours dans une osmose tous les trois et musicale, quoi. Et la base d'un bon concert, c'est avant tout ça, quoi. Et on se met toujours on arrive toujours à se mettre dans des états de communion musicale et énergique ensemble, quoi. Et à partir de là, souvent, c'est ça qui va faire que ça prend pas en face. Et le but, c'est qu'en fait, ça fasse plus qu'un tout, quoi, entre le public et nous, que ça fasse que la salle soit un, quoi. Et ça, c'est même des fois, le public est mou. Donc on se dit, on saoule les gens, bon, on va quand même essayer on se donne quand même à fond, et en fait les gens apprécient vraiment le concert, mais ils l'écoutent et le regardent, même s'ils sautent pas partout. C'est pas parce que les gens ne sautent pas partout qu'ils n'apprécient pas. Enfin, souvent quand ils n'apprécient pas, ils s'en vont plutôt. Et moi c'est plus mon repère maintenant, quand les gens restent, je me dis, bon, ça veut dire qu'on les saoule pas trop. Ils écoutent, quoi. Des fois ils sont plus attentifs qu'envie de bouger, mais c'est leur façon d'apprécier, et c'est bien aussi. Lors de mes petites recherches, j'ai pu voir que justement vous commencez à un état de transe par un petit rituel, tous les trois. En chantant Fat Bottom Girl de Queen. Oui, des fois c'est celui-ci. Ça change, des fois c'est pas toujours le même, mais ça a été celui-là pendant un moment et c'est encore celui-là de temps en temps. Et ça vient d'où? Pourquoi ce morceau? Et à quel moment on se dit, les gars, on se tient par les épaules et puis on commence à chanter un morceau qu'on aime bien, quoi. En fait, on a commencé à le faire justement en acoustique. On faisait des concerts pas mal en acoustique pendant une période. Et c'est un morceau qu'on a repris dans notre set. Et vu que ça défonce tout, on s'est dit... il est bien pour s'échauffer la voix. Pour s'échauffer la voix, il est bien. On se met bien dedans direct et ça nous fait travailler les voix juste avant. Plaisant à faire en plus. Ouais, c'est clair. Les bons morceaux, c'est chouette à chanter. Alors, est-ce que sur scène, vous jouez des personnages ou vous êtes réellement vous-même? C'est une bonne question, ça. Je pense qu'on est plus réellement nous-mêmes. On est nous-mêmes, mais à l'extrême, ouais. Enfin, à l'extrême. T'as plus besoin de masque, en fait, quand t'es sur scène, tu vois. C'est ça qui est agréable, en fait. Tu peux faire des grimaces ou pleurer ou rigoler. C'est pareil, en fait. Tu peux laisser toutes les émotions sont décuplées et en même temps, tu peux laisser tout sortir, quoi. C'est un réel exutoire, quoi. Et c'est ça que les gens aussi apprécient, je crois, sur scène. C'est quand les artistes lâchent absolument tout, quoi, et se laissent aller dans la musique. Et en parlant de tout lâcher, est-ce qu'avec l'adrénaline de la scène, ça peut vous pousser à faire des trucs que vous ne faites pas en temps normal et que vous pourriez regretter après? Oui. Et si oui, un exemple? Oui, mais regretter, jamais, je crois pas. Non. Mais toujours, oui, faire des trucs. Un exemple?
Il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Il y a des fois où on le fait plus maintenant, mais on se rentrait dedans. Ouais, parce qu'on a perdu, je crois, trop de à force. Ça. Comme les taureaux, tu sais, on se frotte les entrejambes avec nos manches de guitare, on se roule sous les tapis, on fait. J'ai même fait le piqué souvent. Des figures. C'est une figure de yoga pas donnée à tout le monde. Hein, et ouais. Et vous vous placez comment sur scène? Un peu comme là. Ouais, exactement comme ça. Il y a une façon particulière ou? C'est-à-dire par rapport à quand tu nous regardes, on est toujours dans ce même ordre-là, sauf qu'on tourne un peu plus le dos à JB. Jérémy, depuis le public, Jérémy est à gauche, Nicolas est à droite, et moi Jean-Baptiste, tu fais au milieu à la batterie. On essaye de faire en sorte que JB soit toujours le plus proche possible de nous, parce qu'on aime bien le sentir. Savoir s'il transpire ou pas, si je veux dire. Parce que ça, c'est une erreur au début quand on commence quand on commence un groupe et qu'on se met à jouer, à faire des concerts. Souvent, les musiciens ont tendance à s'éparpiller. Si la scène est grande, ils vont se dire tiens, on va se mettre très loin. Et en fait, t'as pas du tout l'habitude. Voilà, il faut surtout pas faire ça. Il faut rester groupé. Et comme quand tu as un local de répète, parce que c'est là où tu as tes habitudes de jeu, de son. Et si tu es trop espacé, tu n'entends plus tes copains, donc tu es moins à l'aise sur scène et tu fais un moins bon concert. Ouais. Pour la release party, le concert du Crack, du coup, parce que j'ai cru comprendre, il y avait plus de monde sur scène avec vous. Ouais. Ah oui, ça a complètement. C'était un gros concert. Ouais. Donc j'ai plusieurs questions. Déjà, est-ce qu'on pourra un jour revoir un concert comme ça de Dacha en vidéo? En vidéo uniquement? Non, peut-être il y aura le DVD. Non, mais... A priori, on va sortir quelques vidéos de cette soirée. Mais je pense peut-être qu'à la limite, pour notre prochain release, album, pour le prochain album, s'il y a encore des cordes sur les morceaux, on fera la même chose. Une tournée comme ça, pas envisageable à l'heure actuelle? Si t'as de quoi la financer, c'est avec plaisir. Franchement, si tu connais quelqu'un pour la financer, nous on est bouillants. Et je crois que ça ferait plaisir aussi à tous les violons, la chorale et tout. Mais c'est que c'est un budget absolument énorme, quoi. Mais putain, ce serait trop bien. Écoute, on vous tient au courant. Alors tout de suite. C'est noté. Alors tout de suite, on vous propose l'analyse de notre musicologue, enfin celui qu'on a trouvé au studio ce matin, qui va nous présenter un instrument typique du rock. Ah oui, c'est moi le musicologue. Ah ok. En tout cas, je suis super heureux, je vous dis, d'être entouré de musiciens. Moi, je suis très admiratif des musiciens, parce qu'il paraît que quand tu es musicien, c'est plus facile pour attirer les filles. Pas vrai, les garçons? Bien sûr. Bon, surtout le guitariste et le chanteur, parce que le batteur, puis trop aux filles. De toute façon, il met trop de temps à ranger sa batterie à la fin des concerts. Après, les filles sont déjà parties. C'est ça, le batteur. Tu connais ça aussi, toi? C'est celui qui tape comme un mulet, qui fait des solos de fou, mais à la fin du concert, le temps qu'il range ses tomes, pendant ce temps, le guitariste lui a piqué tous ses coups. Et encore, là, je parle pour un batteur d'un groupe de rock, parce qu'imaginez un batteur dans un groupe de jazz. C'est à peu près la même chose, sauf que le public, ce sont des mamies de 70 ans. Donc bon, je sais pas toi, mais moi j'aurais un peu peur d'avoir un rapport avec une vieille. On sait pas, ça peut faire ventouse. Ou le dentier qui peut se coincer au mauvais endroit, tout ça. Enfin, je sais pas, mais... Enfin bref, à part batteur, musicien... Tu t'y connais en vieille? Ah ouais, mais j'ai peur un peu. Tu fais du jazz? Mais en tout cas, musicien, c'est bien pour ton potentiel séduction. Bon, par contre, il y a un inconvénient. Bah oui, quand t'es musicien, on te demande de jouer gratuitement pour le Téléthon. Eh oui, c'est aujourd'hui le Téléthon. Alors je sais que ici tout le monde a l'air de s'en foutre, mais je vais quand même vous en parler histoire de plomber cette belle ambiance. Ouais. Donc vous avez joué les gars pour le Téléthon déjà? Non, mais c'était pas les restos du cœur. Non, si, il y a longtemps. Pour les verts, on a joué. Oui, aussi. Ah, c'est terrible, je vous plains. Hein. Moi, j'y vais ce soir, là, accompagner mon petit qui joue à l'école de musique. Ah, j'ai hâte l'écouter chanter faux pour la bonne cause, en seconde partie de l'ensemble de Gratte-Gratte, mal assis sur un vieux strapontin déglingué, à côté d'un gros lard qui ne s'est pas douché depuis une semaine et qui malaxe l'emballage du bonbon que lui a filé la bourgeoise à la retraite et qui est devant nous et qui n'a pas ôté son énorme chapeau. Oh là là, franchement, j'en ai envie. Puis je sais pas, moi, je trouve que le Téléthon, ça stigmatise les myopathes. Ouais, faut arrêter de montrer les myopathes du doigt. C'est pas sympa parce qu'ils peuvent pas en faire autant. Bon, enfin, je suis pas venu vous parler de ça. Pour la magique session du groupe Dacha Mandala, je me suis dit que ça serait sympa de vous apporter mon savoir et ma culture sur un instrument typique du rock psychédélique des années 70. J'ai nommé l'harmonica. L'harmonica est un instrument du 19... Attends, petite démonstration quand même avant. Alors, l'harmonica est un instrument du 19e siècle qui doit son nom à son inventeur, Friedrich Bruchmann, et surtout grâce à sa femme, Monika, qui refusait de croire au talent de Friedrich. Du coup, à chacune de ses inventions, Friedrich était obligé de répéter « Mais c'est de l'harmonica !» Et c'est là que l'harmonica est né. Un harmonica est composé de petites hanches en métal et de petites cases dans lesquelles il faut souffler ou aspirer. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'à l'intérieur des cases, on peut trouver de la bave,
des restes de petits pois ou de nouilles, ça dépend du repas que tu as fait juste avant, et puis des petits bouts de peau aussi, parce qu'à force de jouer, tes lèvres se décomposent. Ainsi, ce système de cases permet un harmonica personnalisé avec une odeur personnelle bien à soi qui empêche tout non-harmoniciste de vouloir jouer et emprunter ton harmonica. Alors, il existe plusieurs types d'harmonica. Les harmonicas joués pour enfants. Les harmonicas un peu plus élaborés pour amateurs. Et puis enfin le nec plus ultra, les harmonicas pour professionnels. Voilà, on voit tout de suite la différence. Donc en espérant que mon savoir vous donnera envie de vous mettre à l'harmonica, instrument facile à maîtriser et qui à coup sûr vous permettra d'augmenter votre potentiel séduction ou pas. Merci Nicolas. On n'a jamais vu un aussi bon vendeur. Et tout de suite, on vous écoute avec le son Human Free. Believe what I felt. Was it a dream?
C'était le titre Human Free des Tacha Mandala. Alors on va maintenant parler de spiritualité. Un mot long pour quelque chose de très simple. Du coup, c'est quoi les messages dans vos chansons ? Je crois qu'il y a une question un petit peu comme ça. C'était la question de comment est-ce qu'on pourrait résumer l'album. Du coup, je vais répéter un peu la même chose, mais c'est ça, c'est se connaître soi-même, s'aimer soi-même, avoir confiance en soi et être soi-même à 300% et trouver sa place dans l'univers en tant qu'être humain, voilà, être spirituel. Alors, est-ce qu'il y a une influence hippie du rock des années 70 ? Oui. Assumé, ok. Non, mais c'est vrai que on se fout souvent de la gueule des hippies aujourd'hui, mais ils étaient cool quand même, tu vois, de dire respecte les autres, aime ton prochain, respecte la nature. Je pense que s'il y avait plus de hippies, on serait mieux, je pense. Et cette démarche-là d'éveil de la conscience, c'est venu spontanément entre vous. Il y a un déclic, il y a un élément dans votre vie qui a fait que vous êtes intéressé à ça et vous avez eu envie de le transmettre. C'est vrai qu'au lycée, avec Jérém, et puis JB nous a rejoint très vite en suivant, on a énormément échangé sur les cultures orientales, le bouddhisme, le zen, le taoïsme et la philosophie en général. C'est vrai qu'on se retrouvait particulièrement à ce moment-là dans les philosophies d'Orient, parce qu'on a l'impression qu'ils poussaient la chose encore plus loin, entre guillemets, depuis plus longtemps. Mais de philosophie en général, quoi. Et du coup, ça a toujours été un sujet... moteur, souche, voilà, important quoi. Et donc de quête personnelle aussi quoi, forcément. Du coup, un voyage spirituel prévu, partir en Inde à 3. Au Népal. Le Népal c'est prévu. Ouais. C'est prévu. C'est envisageable. C'est en planification. Et revoir Amma aussi. Moi, je l'ai vu une fois et je suis pas encore allé au Népal, mais j'ai l'impression que c'était comme partir un mois au Népal, alors que ça a duré que 3 jours et demi quoi. Et du coup. Qui est Amma? Voilà. Donc, Amma, c'est une sorte de Bouddha actuel en femme, c'est un peu entre Gandhi et Bouddha, quoi, je dirais. C'est ce genre d'être-là. Et une fois qu'on rencontre un être pareil, ça nous fait toucher en nous-mêmes cette profondeur infinie qui est en nous, quoi. Cette part d'éternité. C'est cette femme que plein d'Indiens vont voir. Il y a des files indiennes. Oui, indiens. De quelques kilomètres pour pouvoir parler 5 minutes avec elle. Ouais, mais elle fait des tours dans le monde entier, donc il y a des files indiennes finalement même aux États-Unis, des files françaises, elle fait des tournées constamment à travers le monde pour faire ces fameux darshan où elle prend les gens dans les bras. D'après vous, qu'est-ce qui reste de l'état d'esprit du rock des années 70 maintenant ? Un héritage. Non, mais il y a un héritage incommensurable de la musique et de cette époque, quoi. Tous les artistes incroyables qui sortaient aujourd'hui, on a le recul maintenant de se rendre compte que c'était de la musique exceptionnelle, avec les moyens en plus qu'ils avaient, l'inspiration qu'ils avaient, toute cette génération d'après-guerre. Aujourd'hui, finalement, on est presque content de faire notre musique aujourd'hui parce qu'on se dit qu'à l'époque, être entre les Beatles, Led Zeppelin, les Rolling Stones, Deep Purple, Black Sabbath, t'es là, c'est où que tu fais ta place. Ouais, c'est clair. Je pense qu'il y a des centaines de groupes qui sont passés à l'as complet, qui étaient aussi très bien, mais qui ont jamais pu trouver leur place au milieu de tous ces gros mastodontes de la musique. Et aujourd'hui, il y a plein de jeunes groupes qui sont extrêmement talentueux, comme The Wolf, ou même Kokomo, ou Salamander Jive. Il y a des groupes de jeunes qui, justement inspirés par ces artistes gigantesques, continuent à faire de la très bonne musique. Et même aujourd'hui, les groupes des années 70, ils continuent à remplir des stades. Donc ça prouve que l'esprit il est encore là quand même. Et que quand la musique est bonne... Bonne. C'est un peu moins années 70, mais ça passe aussi. Dans les années 70, il y a beaucoup de chanteurs qui prenaient des substances pour voir la réalité autrement. Est-ce que pour vous, c'est important ? Voir la vie autrement. C'est rigolo, il y a eu les mêmes questions hier sur le documentaire de ABBA et Bee Gees. Je sais pas, je dirais pas le mot important, mais ce qui est sûr, c'est que je pense que ça... on le sait de tout temps, que ça soit même Bach, il était alcoolique, il buvait beaucoup... ou Gainsbourg, je pense que ça peut aider. Après, suivant les tempéraments de chacun, les fragilités aussi, des fois ça aide pas du tout. Mais suivant comment on se connaît soi-même. Ouais, Syd Barrett, par exemple, le fondateur de Pink Floyd, il prenait énormément de LSD, mais il est resté. Il a dû arrêter le groupe et tout ça. Ça enlève des barrières peut-être, mais disons que ça génère pas le talent par contre. Non. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas prendre du LSD et que tu es guitariste que tu vas être Jimi Hendrix, quoi.
Je pense qu'à la base, Jimi Hendrix, même sans LSD, il aurait été excellent aussi, peut-être même meilleur, on sait même pas, tu vois. Ouais, mais si. mais c'est possible. C'est possible, mais on sera jamais. Non, on sera jamais. Non, c'est que du coup, les drogues, c'est vrai que ça aide à avoir des états modifiés de confiance qui peuvent faire beaucoup de bien à certaines personnes et beaucoup de mal à d'autres. Du coup, sachant que, juste une anecdote comme ça sur le LSD, apparemment, ils ont fait prendre du LSD à des moines bouddhistes qui pratiquaient la méditation depuis donc, des décennies et qui, après avoir pris la drogue, dire mais ça, c'est quand tu es sous le LSD, c'est ce que tu vois quand tu as médité pendant des tas et des tas d'années, mais par contre, il faut s'accrocher justement voilà, pour pas ne rester perché. Donc ça dépend, quoi. Soit on peut atteindre les mêmes états de conscience modifiés par la méditation ou des choses plus naturelles. Alors du coup, vous avez parlé de Jimi Hendrix, qui est célèbre pour avoir fait de la guitare avec ses dents. Est-ce que vous êtes capable de faire d'un instrument sans vos mains? Moi, la batterie avec les dents, c'est chaud. Un petit peu, il y a quelques tricks, tu peux faire des trucs un peu... Parce que est-ce qu'il jouait vraiment avec ses dents ou est-ce qu'il la mettait comme ça et puis il faisait juste des... Il jouait avec ses dents. Ouais. Après bon, il faisait pas tous ses albums comme ça. Non, il faisait pas chaque solo comme ça. Mais, donc les mains sont pratiques quand même. Ouais, ça marche quoi. Et vous, non, il n'y a pas d'autres parties du corps dont vous servez pour... Tu peux faire les dents, machin, mais qu'est-ce que... Les aisselles, avec le nez, comme ça. Faire du bottleneck avec ton nez peut-être. Les doigts de pied, le pénis. Le pénis un peu, mais j'ai essayé. Il y a une phrase qu'on vous a dit une fois, en bien ou en mal, qui vous a particulièrement marqué et qui vous a soit boosté à réagir à l'inverse, soit au contraire inspiré tout au long de votre parcours. Si tu veux jouer dans des stades, il faut bosser et tu vas y arriver si tu bosses suffisamment. Citation de qui? De Jean-Marc André, chinois. D'accord. Peu de mots près, c'était peut-être... le mot près. Si tu t'en souviens peut-être plus non, précisément, c'est ça, mais en gros, c'est ça. C'est quelqu'un qui nous a toujours aidé à rêver assez fort et à bosser en correspondance avec la hauteur de nos rêves. Dans Heads Up, si je prononce bien, vous dites « Television will feed your fears ». En français, la télévision nourrira tes peurs. Est-ce que vous avez un avis spécial sur la télévision? Bonne question. Mais c'est que, à part Arte, c'est quand même beaucoup du lavage de cerveau. Et l'addiction surtout. Ouais. C'est l'addiction aux écrans en particulier, mais en général, mais rien que la télé dans un premier, c'est un peu une image généralisée. Mais c'est vrai que toutes les chaînes d'émissions, ce qu'on donne à manger aux esprits des gens, c'est quand même ultra abrutissant, rabaissant. C'est effectivement, c'est quand même, c'est waouh, merde quoi. Dans quel monde on vit quoi. Il y a donc ce truc là de la télé où il faut faire gaffe quoi, de pas devenir accro à des espèces de produits de l'esprit qui sont nocifs quoi. Faut faire attention à ce qu'on mange, mais pas que par la nourriture ou ce qu'on boit, c'est aussi ce qu'on ingère dans notre esprit quoi. Et ça en fait partie effectivement grandement quoi. Et malheureusement, c'est pas nouveau. C'est ça le truc, c'est que ça fait des années que des musiciens le dénoncent. Je pense à Frank Zappa avec la chanson de The Slime. Voilà. C'est clair. Ce morceau. Et c'est aussi la télé, c'est un instrument de pouvoir et on sait très bien qu'il l'utilise pour nous rendre plus cons et faut être vigilant quoi. C'est ça. Et d'autant plus qu'en dehors des écrans supplémentaires, on a déjà en nous-mêmes l'écran justement de l'esprit, du mental, qui bien souvent nous coupe de l'instant présent, de la magie de la vie, quoi, de l'existence qui se passe autour de nous. Et déjà, ça, c'est un écran à bien des moments, quoi, on n'a pas besoin d'en rajouter pour qu'on soit déjà à plein de moments coupés de la réalité, en fait. Donc si on s'en rajoute encore d'autres, on n'est pas tiré d'affaire, quoi. Et si à travers votre musique, vous aviez le pouvoir de transmettre quelque chose pour changer le monde, ça serait quoi? Que chacun arrive à se changer soi-même pour qu'il participe au mieux au monde. Je sais pas comment trop expliquer. Ouais, c'est ça. La part du colibri, quoi, un peu. Ouais, c'est ça. Ouais, le message c'est à chacun d'aller au fond de soi-même pour se changer. Et il faut pas attendre que le monde il change pour que. Et ça passe par s'aimer soi-même, donc se connaître soi-même, tout ça, parce que. Donc il suffit d'acheter l'album et. Album qu'on peut retrouver du coup? Absolument partout en France et sur Internet, donc dans toutes les Fnac, Cultura, Disquaire, partout en France, et ou à la fin de nos concerts ou commandables sur Internet.
iTunes, de Spotify, tout ça, quoi. Et en vinyle. Et en vinyle aussi. Surtout en vinyle. Ah ouais, là, si vous voulez en profiter au maximum, c'est comme ça qu'il faut l'écouter. Donc maintenant, j'ai quelques questions plutôt pour vous. N'importe qui peut répondre, à condition que ce soit rapide. Plutôt thé ou café? Café. Thé. Plutôt blonde, brune ou rousse? Les trois. Toutes. Les trois. Cheveux bouclés. On parle de bière, hein. Ah ouais. Cheveux bouclés. Parle de quoi, toi? Peu importe. Disney ou Miyazaki? Miyazaki. C'est qui le premier? Disney. Ah. Android ou Apple? Littérature. Montagne. Girondin ou PSG? Alors là, musique. Alors, chocolatine ou pain au chocolat? Chocolatine. Chocolatine, Ok. attends. J'allais vous faire un avertissement, mais il n'y a pas besoin. Non. James Bond ou Indiana Jones? What James Bond parce que j'ai connu plus tôt. Indiana Bond. Allez. Appelle un ami. James Jones. Ok. Plutôt musique anglo ou francophone? Anglo. Marvel ou DC? Pardon. Marvel ou DC? Ah. Marvel, je dirais. Ouais. Disney. Ok. Télé, radio ou internet? On sera pas vexé, promis. T'as dit quoi? Internet. Internet aussi. Oui, c'est quand même vachement plus indépendant sur Internet. Plutôt l'Empire ou la Rébellion? Rébellion en direct. Attends. Et dernière question, plutôt raclette ou fondue? Raclette, ouais. On a fondu quand même là. Non, raclette, c'est sur les patates avec Ouais. le fromage. Oui. Ouais. Ok, super. Maintenant, c'est tout sur vous. Merci. Alors merci pour être venu. Est-ce que vous voulez nous partager un dernier morceau avant de nous quitter? Ma foi. Avec plaisir. Non. Je peux même tenter de vous accompagner à l'harmonica. Mais ça peut être casse-gueule. Are you satisfied with the life
C'était Touch a Mandala. On vous remercie beaucoup d'être venus, les gars. C'était super. Merci à vous.